Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Les musées ont rouvert leurs portes, les expositions se rattrapent. Un lieu unique, il a été site du dernier clip de Louane ou encore concert exceptionnel de Voyou. Aujourd'hui, nous allons parler du musée de la piscine de Roubaix. Avec nous en plateau pour parler de cette réouverture et de la programmation à venir, nous recevons Bruno Godichon, conservateur du musée de la piscine de Roubaix. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous en plateau, comme chaque semaine, Xavier Silly, notre journaliste culture BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Xavier. Bonsoir à vous et Bonsoir. bienvenue. Merci. On va donc plonger une tête dans le musée Oui. de la piscine. Allez, venez avec nous, on vous emmène. Depuis le 19 mai dernier, le musée de la piscine peut enfin retrouver son public. Le musée avait même été resté actif pendant le confinement avec ce musée virtuel. Ce musée virtuel, quel bilan vous en faites de cette expérience ? Alors un bilan positif pour la période pendant laquelle il a servi, si je puis dire. Après, on a senti quand même ces derniers temps, d'abord parce que tout le monde s'y est mis, un peu un émoussement de la fréquentation. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que nous, notre mission, c'est de favoriser un contact direct avec les œuvres d'art, puisqu'on a un musée plutôt d'art, avec les œuvres et les objets d'art, et que le virtuel, c'est une étape qui peut faire venir, mais ça ne remplace pas la venue au musée. Voilà. Donc, maintenant, ça va faire, je pense, plus partie de notre quotidien, notre façon de prendre contact avec les publics. Oui, justement, quand on a le retour d'expérience des autres directions de musée, on ressent cette sensation que des jeunes qui n'allaient pas forcément au musée, du coup, ils vont davantage. C'est un peu ce retour d'expérience que vous avez aussi ? D'abord, c'est un peu difficile de dire. On a réouvert quand même il y a peu de temps. Par contre, ce qu'on a eu souvent pendant la période du confinement, c'est des messages et puis un taux de fréquentation de ces sites qui montraient bien que c'était très étudié. Après, aujourd'hui, finalement, ces médias qui sont apparus après ma génération, tout le monde les maîtrise plus ou moins. Il n'y a pas que le public jeune qui s'en sert. On s'en est bien rendu compte. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment un vecteur important parce que d'abord, ça permet vraiment de préparer les visites, d'expliquer le projet. Mais voilà, c'est un outil en plus. C'est un outil en plus. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on le prenne comme tel. Un outil en plus, un petit peu comme les prêts de la piscine aux artistes comme Louane ou encore Voyou qui se sont un petit peu emparés les lieux pour faire leurs chansons et qui du coup éclairent un peu le musée. Ça participe aussi à cette démocratisation. Le projet du musée depuis le début a été justement ouvert à des passerelles entre les disciplines artistiques et ce qui est peut-être effectivement assez rare dans un musée. L'importance de la piscine, c'est d'avoir fait des concerts de variété et des clips. Alors pour Louane, on ressent un résultat à la suite de ça. Oui, parce que les gens ont regardé, c'est évident, mais la vraie différence avec le clip de Louane et le spectacle de Voyou, c'est qu'effectivement, il y a eu une diffusion sur Internet en instantané ou depuis. Mais des concerts de variété, on en fait depuis 20 ans à la piscine et ça fait partie de l'ADN du musée. Parlons maintenant de ce qu'il y a dans le musée, le retour donc du public, mais le retour des expositions, surtout les expositions temporaires. On va commencer avec celle de Joseph Bernard. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, donner envie aux téléspectateurs ? Alors, Joseph Bernard est un artiste qui est né à Vienne, à côté de Lyon, qui est surtout connu dans le monde des spécialistes de la sculpture comme une suite originale de l'œuvre de Rodin. Donc c'est un artiste qui a été très profondément marqué par Rodin, qui a vraiment suivi l'œuvre de Rodin, mais qui est revenu à des fondamentaux de la sculpture, et notamment le rapport de la sculpture avec l'architecture, qui l'a conduit à être quelque part et un peu malgré lui le théoricien de ce qu'on appelle la taille directe, ce qui est donc une technique où vous prenez le bloc de pierre, vous taillez dedans sans avoir de modèle à côté, alors que pendant tout le 19e siècle, on avait beaucoup amélioré ces techniques avec des outils intermédiaires. Donc il revient à une pureté et il devient quelque part la grande figure du renouveau de la sculpture
en France après Rodin. Et de même, c'est un des tout premiers, avec Mayol, à être exposé dans les grandes expositions américaines. C'est même lui le premier à être présenté à l'Armory Show. Et il aura une grande influence sur certains sculpteurs américains du XXe siècle. Mais pourtant, ça reste un artiste discret. On n'entend pas forcément beaucoup parler de lui. Pourquoi ? Alors, c'est quand même, grosso modo, le cas de la sculpture. Les choses sont en train de changer. Nous, on a un peu cette spécialité à la piscine et on se rend compte que les choses changent. Mais la notoriété n'a pas réellement de correspondance entre les peintres et les sculpteurs. On a finalement, sur l'histoire de la sculpture, 3-4 noms. Alors que pour la peinture, vous en avez vite une cinquantaine. Voilà. Donc c'est le cas de Joseph Bernard, qui est cité dans toutes les encyclopédies de la sculpture du XXe siècle, mais qui n'est pas effectivement extrêmement connu du grand public. Il est aussi connu par les amateurs de l'art déco, parce qu'après cette phase de la taille directe, il a été présent avec un bas-relief un peu mythique, qui est le bas-relief de la danse, à l'Exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Et il a créé une sorte de prototype de la sculpture art déco néoclassique, d'une extrême élégance. Et alors, du coup, il est un peu considéré à la fois comme un sculpteur et comme un créateur d'objets d'art. Et on insiste beaucoup dans l'exposition avec des projets de décors qui n'ont jamais été montrés et qui sont tout à fait exceptionnels. Autre exposition, une bonne surprise, la prolongation des Robert Verlin de la piscine. C'était programmé en automne 2020 et donc vous avez dû réorganiser votre calendrier des expositions. Oui, comment ça s'est fait ? C'est le grand ménage tous les 3 mois. Il y a des expositions pour lesquelles il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. En l'occurrence, l'exposition Robert Verlin, c'est à la fois un hommage à l'artiste et un hommage à son fils, Jacques Verlin, qui a fait une donation de plus de 300 œuvres de son père au musée. Donc ça nous paraissait vraiment difficile de ne pas présenter au public cette exposition. Comme les œuvres nous appartiennent, du fait de la donation, ça a été plus simple à organiser que pour d'autres expositions. Ça reste vraiment une grosse déception pour nous, par exemple, de ne pas avoir pu ouvrir au public la rétrospective Eugène Dodène, qui, dans sa région, était quand même un événement très, très attendu. Là, on est arrivé au bout, on a essayé, on n'y est pas arrivé. On va pouvoir la voir, cette exposition Eugène Dodène ? Non, alors cet été... Nous, parce on était quand même triste, la famille était triste, et puis le commissaire qui avait travaillé 15 ans pour la préparer était très triste. Donc, on a conservé 2 salles dans le parcours du musée qui sont consacrées à Eugène Dodène. Et heureusement, il reste le magnifique catalogue qu'on avait édité, qui est plus un livre complet sur Dodène qu'un réel catalogue d'exposition. Bon, ça foisonne, on peut le dire, à la piscine, parce qu'il y a aussi cette exposition, dites-le, avec des fleurs. Donc, on y trouve son compte à chaque fois. Parlez-nous de cette expo. Alors, en fait, le musée a un partenariat avec l'école d'art de Douai, qui a parmi ses spécialités la céramique contemporaine, et qui chaque année organise un concours dit de la petite forme. Donc l'école choisit un sujet. Cette année, c'est le pique-fleur. Et les candidats, il y en a une centaine à peu près, proposent des modèles de pique-fleur en céramique. Et il y en a un qui est choisi et qui reçoit ce prix de la petite forme. Également, peut-être parler de ces expositions qui pourront arriver plus tard. Est-ce qu'on s'organise bien ? Est-ce qu'on a peur quand on est directeur d'un musée comme la piscine avec cette pandémie qui prend fin ? Est-ce qu'on dort la nuit déjà ? Oui. Maintenant, oui. Pour nous, c'est un rendez-vous exceptionnel l'automne, parce que la piscine aura 20 ans le 20 octobre. Donc c'est une saison vraiment exceptionnelle, avec une exposition qui est un vrai événement, qui n'est pas un artiste très connu du grand public, mais qui est une vraie révélation, qui est Alexis von Javlensky, qui est un peintre russe, un ami de Kandinsky, de Paul Klee. Donc un parallèle aussi avec l'exposition Paul Klee qui aura lieu avec le Olam en même temps. Et puis beaucoup d'événements. Donc là, on est résolument parti dans un après-Covid, avec des week-ends familiaux, des week-ends grand public, des spectacles. Voilà, cet après-midi, on a retravaillé sur le parcours tactile, qui était évidemment inconcevable il y a quelques semaines encore.
voilà, on espère qu'on ne sera pas déçus, mais en tout cas, on est résolument optimistes. On n'oublie pas la nuit au musée, ce sera le samedi 3 juillet. Merci beaucoup Bruno Godichon, conservateur du musée de la piscine de Roubaix. Merci beaucoup Xavier Silly. On jette un coup d'œil maintenant, on va se prendre la direction quelques instants du musée d'histoire naturelle à Lille. Et cette exposition consacrée au loup, c'est le but de cette édition des Ch'tis de sortie ce week-end présentée par Cola Bedoya. Judith, il fait quoi le loup? Il fait Magnifique, ni méchant ni gentil, une exposition de 200 mètres carrés, c'est ça, dédiée au loup? Exactement, une exposition pour les 3-7 ans, avec un espace où on leur parle des loups, des contes et des histoires, avec les loups méchants évidemment, on les connaît dans tous les contes classiques. Dans l'imaginaire? Dans l'imaginaire, et les loups gentils aussi, qui apparaissent de plus en plus dans les ouvrages, le loup en slip, le loup sentimental. Et puis, on les invite à découvrir le loup, l'animal réel. Puis, dernière partie, juste à côté de nous, c'est l'espace lecture. Plein de livres que les enfants peuvent lire avec leurs parents, plutôt les parents peuvent lire aux enfants. Tu es encore en train d'embêter les enfants. Ah, donc lui-même, il n'est pas sage, le loup. Voilà. Ni méchant, ni gentil, c'est une exposition pour les tout-petits à voir ici au musée d'histoire naturelle de Lille. Venez. Et retrouvez donc les Ch'tis de sortie, c'est demain à partir de 7h45 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec Cola Bedoya. Merci beaucoup Bruno Godichon, conservateur du musée de la piscine de Roubaix. Toutes les expositions dont on a parlé, ça reprend à partir du samedi 26 juin. Samedi 26 juin, rendez-vous à la piscine de Roubaix. Merci beaucoup Xavier Silly. Bon week-end. Merci, bon week-end à vous aussi, restez avec nous. L'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.